Voici l'une des scènes les plus traumatisantes de tout le cinéma moderne. Le moment où une expédition se retrouva piégée et attaquée de toutes parts par des centaines d'insectes géants et autres horreurs sans nom. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il s'agit de l'excellent film King Kong de 2005. Cette scène est tellement marquante, surtout pour un enfant, qu'elle est encore célèbre 20 ans plus tard, ceci grâce à tout le dégoût et l'horreur instinctive qu'elle suscite en nous. Mais asseyez-vous bien, car il se trouve qu'à un certain moment de l'histoire de la Terre, cette scène aurait pu être normale. Une époque où notre planète était recouverte par de gigantesques marécages chauds et poisseux, infestés de bestioles toutes plus étranges les unes que les autres. Le pire, c'est que même en essayant de vous réfugier dans l'eau, vous y serez encore plus en danger, à cause notamment d'étranges monstres aquatiques. Chaque flaque, chaque lac, chaque rivière, chaque marécage abritait des créatures peu sympathiques qui auraient adoré faire votre connaissance. Et les océans, n'en parlons pas, car ils étaient infestés de requins géants. Bienvenue au Carbonifère. Pour rencontrer tous ces charmants animaux, vous devez cependant faire un gigantesque bond dans le temps, cette période s'étalant de 358 à 298 millions d'années avant notre ère. Plus de 130 millions d'années avant l'apparition des mammaliaformes, les précurseurs des mammifères. C'était il y a tellement longtemps qu'au début du Carbonifère, la Pangée était encore en cours de formation, avec la Sibérie, la Chine du Nord et du Sud, ainsi que quelques autres territoires encore isolés. Néanmoins, la Pangée recouvrait déjà une bonne partie du globe et jouait un rôle majeur sur le climat et le développement de la vie sur les continents. En effet, sa géographie particulière permit l'apparition de gigantesques marécages s'étalant à perte de vue. Ceci fut grâce au fait qu'une bonne partie du continent était située au niveau de l'équateur et des tropiques, offrant quantité d'humidité, de chaleur, de lumière et de pluie à la végétation. Ainsi, ce climat idéal permit l'apparition de forêts telles que la Terre ne n'avait jamais connues et n'en connaîtra plus pendant très longtemps. Toutefois, cette période est bien plus complexe que vous l'imaginez, car figurez-vous qu'elle connut de petits épisodes glaciaires. Ceci créa une situation assez unique. Quand le niveau des océans était bas, de vastes forêts poussaient sur les zones précédemment recouvertes par la mer. Mais quand l'eau revenait, ces forêts ne disparaissaient pas pour autant, se transformant en gigantesques zones marécageuses et mangroves préhistoriques. La nature unique de ces zones créa un biome très particulier nommé les forêts à charbon, mais nous reviendrons sur ce nom plus tard. Ces forêts typiques de l'époque étaient composées d'une flore ne ressemblant à rien de ce que nous avons aujourd'hui. Les arbres les plus communs à l'époque furent les lépidodendrales, aussi appelés arbres à écailles, qui, comme leur nom l'indique, avaient une sorte d'écorce ressemblant à des écailles, plus particulièrement celle des crocodiliens d'ailleurs. Ces plantes étaient encore assez primitives et membres du taxon des lycophytes, un groupe qui existe encore aujourd'hui mais dont les membres sont devenus petits et rares. Tout au long du Carbonifère, le monde vit apparaître d'autres plantes très étranges à nos yeux, le summum étant les Sigillaria. Ce genre possédait un tronc simple ou se terminait en fourche et n'était pas composé de vrai bois. De plus, certains Sigillaria étaient assez grands, avec certains spécimens pouvant tout de même atteindre les 30 mètres de haut. Pas mal pour une plante dite molle. Néanmoins, il ne s'agissait pas des plus grandes plantes de l'époque, car d'autres lycophytes, comme des lépidodendrons, auraient pu atteindre les 50 mètres de haut. Outre leur taille, ces arbres étaient particulièrement intéressants, notamment car ils étaient très fins, avec un diamètre dépassant rarement 1 mètre de large. Bref, un très grand cure-dent. Vous pourriez penser que de telles plantes seraient faciles à observer, mais c'est tout l'inverse. Car oui, comme nos forêts tropicales actuelles, la flore au sol était extrêmement dense, avec de nombreuses espèces de fougères, ptéridospermes, cycas et prêles, rendant les balades en forêt particulièrement difficiles. Ceci offrit à de nombreuses créatures un habitat idéal et rempli de cachettes. Néanmoins, s'il y a bien une bestiole qui ne passait pas inaperçue, ce serait un certain mille-pattes. Étrange, n'est-ce pas? Car aujourd'hui ces animaux sont plutôt discrets. Mais au Carbonifère, certains atteignaient des tailles démesurées, le plus gros étant le fameux Arthropleura. Cet adorable myriapode apparut au Carbonifère inférieur et serait le plus grand arthropode terrestre connu, avec des individus adultes pouvant atteindre les 2,63 m. Naturellement, avec une telle taille, Arthropleura aurait aussi été très lourd, pouvant dépasser les 50 kg, soit 6 grosses pastèques. Bon après, pas de panique, ça devrait bien se passer pour vous, car les paléontologues affirment qu'il aurait été herbivore ou détritivore, préférant se délecter d'un mix de plantes, feuilles mortes, bois pourris, noix et graines. Cependant, mieux valait ne pas trop le chercher pour autant, car il aurait été très coriace,
celui-ci recouvert d'un exosquelette très épais, ce qui d'ailleurs permet une bonne fossilisation. Ceci joue un rôle dissuasif majeur, ce qui devait empêcher la grande majorité des prédateurs de s'attaquer aux adultes. Et si ces géants vous font peur, eh ben pas de bol, ils étaient présents de nombreux endroits du globe, notamment en Amérique du Nord et en Europe. Ils auraient toutefois été restreints aux grandes forêts, des milieux très humides où leurs organes respiratoires n'auraient pas séché. Mais si par hasard vous vous réveillez en Europe au Carbonifère, n'allez surtout pas en Écosse. Vous n'auriez pas juste été accueillis par des arthropleuras par milliers, mais aussi par le plus gros scorpion de tous les temps, Pulmonoscorpius. Tout comme Arthropleura, il ne s'agissait pas d'un insecte, mais plutôt d'un arachnide primitif qui coexista avec notre myriapode géant pendant toute la durée de son existence. Et tout comme son lointain cousin, Pulmonoscorpius était vraiment gros. Du moins, pour un scorpion. Certains fossiles indiquent des individus adultes pouvant mesurer dans les 70 cm de long, soit autant que la plupart des chats. Ceci ne faisait pas juste de lui le plus gros scorpion connu, mais aussi l'un des plus gros arachnides. Et contrairement à Arthropleura, cet animal était bien plus menaçant, étant probablement un prédateur actif. Il aurait aussi été bien plus gourmand que ses cousins actuels, plutôt intéressés par des amphibiens et les tout premiers reptiles. Il aurait attrapé ses proies grâce à ses grosses pinces, avant de méticuleusement les démembrer. De plus, il possédait un dard au bout de sa queue qui aurait pu être venimeux. Mais malheureusement, nous ne saurons probablement jamais si tel était le cas. Au moins nous savons pour le dard, qui d'ailleurs avait une structure assez similaire à nos scorpions actuels. Après peut-être n'en avait-il pas vraiment besoin, car la taille seule de ses pinces aurait pu suffire pour écraser et perforer ses proies. Cette idée provient de l'observation de certains gros scorpions actuels, comme le scorpion empereur, qui possèdent des pinces assez puissantes pour neutraliser ses proies, y compris de petits vertébrés. Or, sachant que Pulmonoscorpius pouvait être 150 fois plus gros, les paléontologues pensent qu'il avait des pinces surpuissantes. Outre ses grandes pinces et son dard effilé, notre arachnide avait une autre caractéristique intéressante, ses yeux. Contrairement à ses cousins actuels, ce scorpion possédait des yeux très développés, suggérant une écologie de prédateurs actifs. Et possiblement diurnes d'ailleurs, contrairement à ce que certains documentaires pourraient dire. Enfin, un trait marquant bien son statut de scorpion primitif fut l'absence des adaptations permettant de creuser, une caractéristique typique des scorpions modernes. Sans cela, il ne vous aurait pas fallu bien longtemps avant de pouvoir croiser cette charmante bestiole, car il devait patrouiller sur le sol forestier la plupart du temps. Et si les scorpions de la taille d'un chat, ou les 1000 pattes aussi longs qu'une voiture ne suffisent pas à vous donner la chocotte, attendez de voir le prochain taxon, les méganisoptères, surnommés libellules géantes. Contrairement aux deux animaux précédents, il s'agissait bien d'insectes, mais son surnom est un peu trompeur, car il ne s'agissait pas de libellules. Mais en effet, ces insectes étaient des géants, certains genres étant les plus gros insectes de tous les temps. Parmi toutes les familles de cet ordre, les Méganeuridés furent les plus imposants de tous, avec 20 genres découverts, les deux plus grands étant Meganeura et Meganeuropsis. Ces deux genres auraient atteint une taille assez similaire, avec une envergure estimée à 75 cm de bout en bout, soit autant qu'une corneille. Impossible de les confondre avec des oiseaux cependant, car ces bestioles ressemblaient énormément à leurs cousines les libellules, les odonates étant d'ailleurs leurs plus proches parents actuels. Et tout comme elles, les méganisoptères étaient d'efficaces prédateurs, chassant grâce à leurs yeux complexes et extrêmement bien développés. Une fois leur proie identifiée, elles fonçaient à vive allure à leur rencontre, avant de les capturer avec leurs bras recouverts de poils longs et épais, puis les démantibuler grâce à leurs puissantes mandibules type broyeuses. Un destin un peu enviable que connut de très nombreuses victimes, car les méganisoptères étaient des animaux iconiques du Carbonifère. Ceux-ci ont habité la Pangée centrale pendant des dizaines de millions d'années. Et malheureusement pour les entomophobes, ce n'étaient pas les seuls gros insectes volants à infester ces marais, car vous aviez aussi les Palaeodictyoptères. Cet ordre d'insectes primitifs ressemblait à de très gros éphémères, pouvant rivaliser avec certains méganisoptères d'ailleurs, deux espèces étant particulièrement impressionnantes, enfin, pour des insectes. Heureusement pour la faune locale, la plupart de ceux découverts semblaient plutôt herbivores au stade imago, préférant les exudats et la sève, perçant la cuticule des plantes grâce à leurs pièces buccales type piqueur-suceur. Certains genres, notamment les plus petits, auraient peut-être été bien plus menaçants, ayant potentiellement été des parasites, utilisant leurs longues trompes acérées pour sucer le sang des animaux, notamment des amphibiens. Bref, de très gros et vilains moustiques préhistoriques.
même si les vrais moustiques, eux, ne sont apparus que bien plus tard. Mais les insectes n'auraient pas été les créatures les plus dangereuses, loin de là. Le Carbonifère vit se développer les tétrapodes, devenant les nouveaux maîtres du monde. Après tout, le Carbonifère est aussi surnommé l'âge des amphibiens, ces derniers se diversifiant à grande vitesse, adoptant un mode de vie terrestre, aquatique ou amphibie. Beaucoup d'entre eux devinrent d'étranges et perturbantes créatures, comme par exemple le Coloraderpéton, tandis que d'autres étaient simplement monstrueux, alliant grande taille et gueule garnie de crocs. Un exemple bien connu est l'Eriops, un amphibien temnospondyle presque aussi gros qu'un lion, hantant les forêts du Nouveau-Mexique et du Texas. Ce fut l'un des plus gros prédateurs terrestres du Carbonifère supérieur, et il possédait un squelette remarquablement épais, même pour un temnospondyle. Son niveau d'ossification indique un corps exceptionnellement robuste pour un vertébré, mais cela lui donnait surtout une morsure redoutable, avec des dents longues et nombreuses, ainsi que d'épaisses mâchoires. Ceci devait lui permettre de percer les armures des invertébrés géants et des autres amphibiens. Le pire, c'est que l'Eriops n'aurait même pas été le plus redoutable prédateur de son environnement. Il s'agissait plutôt des embolomères géants, un ordre d'amphibiens semi-aquatiques qui dominait le Carbonifère supérieur, étant les plus gros tétrapodes de l'époque. Ils sont caractérisés par un corps assez long et fin, leur permettant de naviguer aisément à travers les mares, lacs et rivières, notamment en ondulants comme les murènes et les anguilles. Mais ce n'est pas tout, car ils auraient aussi pu se déplacer sur la terre ferme, ceci pourvu de pattes certes rudimentaires, mais comportant assez de muscles pour une locomotion efficace. Beaucoup furent les super prédateurs de leur environnement, et certains, tels Anthracosaurus et Pholyderpéton, devinrent énormes, étant respectivement aussi gros qu'un alligator et qu'un crocodile. De telles créatures auraient rendu les cours d'eau légèrement dangereux, mais évidemment, elles étaient loin d'être les seules horreurs tapies sur la surface. Nous retournons du côté des arthropodes avec des représentants, disons, peu photogéniques, les scorpions de mer. Encore une fois, malgré ce que leur nom indique, vous pourriez aussi les rencontrer en eau douce, et ce n'étaient pas des scorpions à proprement parler, mais des euryptérides, un clade d'arthropodes totalement éteint de nos jours. Au Carbonifère, ils colonisèrent les cours d'eau du monde entier, avec plusieurs genres différents tels Adelophthalmus, Hybertopterus et Mégarachné, qui d'ailleurs a longtemps été pris pour une araignée géante. La plupart des scorpions de mer partageaient un corps lourdement renforcé, ainsi qu'une apparence assez étrange. Mais sinon, vous pourriez observer une très grande diversité en termes de taille et de forme. Certains étaient des prédateurs actifs, grâce à une queue acérée et des pinces broyeuses, tandis que d'autres avaient des membres plus adaptés pour fouiller le sol, sans doute pour chercher divers mollusques et crustacés. La forme générale du corps variait aussi grandement, certains petits et fins, et d'autres énormes et massifs. Particulièrement Hybertopterus, qui aurait d'ailleurs été le plus gros euryptéride connu, avec des empreintes laissant suggérer un spécimen atteignant les 2,50 m. Ceci grâce à son corps très large et compact, signifiant que malgré sa taille plus réduite, il aurait été bien plus lourd que ses cousins du Dévonien vus à l'épisode précédent. Cependant, ces étranges arthropodes, ainsi que les amphibiens, n'étaient pas les animaux les plus à craindre. Le Carbonifère vit naître un groupe de poissons très particulier, les rhizodontes, les plus terrifiants poissons d'eau douce qu'ait connu notre planète. Les membres de cette famille étaient purement cauchemardesques, ceux-ci pourvus de deux types de dents bien distinctes, de nombreuses petites dents fines, parsemées de gigantesques crocs permettant de percer n'importe quelle armure. Celles-ci étaient aussi orientées de telle sorte qu'elles pouvaient s'enfoncer le plus profondément possible dans la chair. Et bien sûr, le tout était supporté par un crâne massif et extrêmement dense, indiquant une puissante morsure. Et ce n'est pas tout, car ces créatures étaient absolument fascinantes. Outre leur gueule de porte-bonheur, ils étaient pourvus de nageoires renforcées, leur permettant de sauter, voire de ramper hors de l'eau pour surprendre leur proie. Un véritable exploit, sachant que certains pouvaient être gros, très gros. Toutes les espèces n'étaient pas particulièrement énormes, mais le Rhizodus, lui, il était colossal. Ce charmant animal fut l'un des derniers membres de ce clade, mais surtout le plus gros, pouvant mesurer dans les 7 mètres pour 2 tonnes. À cette taille, il était le plus gros prédateur continental de tout le Carbonifère, et il aurait été très difficile de lui échapper. Comme tous ses cousins, Rhizodus avait une colonne vertébrale très flexible, lui permettant de nager sans difficulté au sein de tous les cours d'eau, aussi chargés fussent-ils. En effet, le Carbonifère était une époque si ancienne que presque aucun organisme n'avait acquis la possibilité de décomposer efficacement les arbres morts.
C'est d'ailleurs à cause de cela qu'on appela le Carbonifère ainsi. Grosso modo, au cours des millions d'années, une quantité astronomique de végétaux morts s'entassa sans se faire décomposer entièrement, créant ainsi beaucoup de pression et de chaleur, ce qui produisit du charbon. Charbon qui en latin se traduit par carbo, et paf, carbonifère. Car oui, plus de 90% du charbon mondial proviendrait de cette période. Et ce pourcentage aurait pu être encore plus grand si un terrible événement n'avait pas eu lieu il y a 305 millions d'années, l'effondrement des forêts pluviales du Carbonifère. Bien que mineure, cette extinction de masse eut de profonds effets. Elle fut notamment causée par un refroidissement et une aridification brutale, ce qui annonça la fin des grandes forêts du Carbonifère. Ceci amena donc à l'extinction graduelle de presque tous les animaux cités plus tôt. D'autres plus chanceux arrivèrent à passer outre et à atteindre le Permien, tels les méganisoptères, mais ceux-ci diminuèrent drastiquement en termes de taille, ce qui n'est peut-être pas si mal d'ailleurs. Cet événement sonna la fin de l'âge des amphibiens et des insectes géants, ce qui permit à un autre groupe de prendre son essor, les synapsides. Allez, j'ai des gros épisodes de fin d'année à préparer et 2-3 surprises pour le 25. Mais en attendant, merci de votre attention et on se dit à la prochaine aux eaux perdues.